Je m'appelle Colleen Harper, j'ai 36 ans et je suis chef de produit à Louisville, Kentucky. J'ai bâti une vie stable pour moi et mon fils de 12 ans. Mais le mois dernier, dans la salle à manger de la maison, j'ai organisé un dîner familial qui devait être chaleureux, mais qui s'est transformé en quelque chose que personne n'attendait. Mon père m'a soudainement crié en pleine figure. « Toi et ton enfant ne faites que profiter. » Ma mère a souri en signe d'approbation. Tout cela alors qu'il habitait dans ma propre maison. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié en retour. Je les ai simplement regardés droit dans les yeux et j'ai prononcé une phrase qui a laissé toute la pièce figée. À partir de ce moment-là, tout a commencé à s'effriter. Pourquoi ai-je dû affronter mes parents comme ça? Qu'est-ce qui a fait que notre relation s'est fracturée si profondément qu'elle ne pourrait jamais guérir? Que feriez-vous si vous étiez dans la même situation? Partagez vos réflexions. Votre histoire pourrait être le message que quelqu'un d'autre a besoin d'entendre. Pour comprendre pourquoi j'ai tracé cette ligne, je dois vous ramener au début. J'ai grandi à Louisville, Kentucky, dans une modeste maison à 2 étages avec des planchers qui craquaient et un jardin qui sentait toujours l'herbe fraîchement coupée. J'avais 18 ans, pleine de rêves, quand mon monde a basculé. Mon grand-père était décédé un an plus tôt, me laissant $100 000 dans son testament, un filet de sécurité destiné à mon avenir, peut-être pour mes études universitaires ou un début de vie. J'étais ravie, prévoyant d'étudier l'informatique, imaginant une carrière où je pourrais construire quelque chose de mon propre chef. Mais mes parents avaient d'autres idées. Un soir d'été humide, ils m'ont convoqué dans le salon. Mon père était assis dans son vieux fauteuil à bascule, les bras croisés, le visage sévère. Ma mère se tenait près de la fenêtre, évitant mon regard. Ils n'ont pas perdu de temps avec les petites conversations. « Nous avons besoin de ton héritage », dit mon père, d'une voix aussi plate que s'il discutait de la météo. J'ai cligné des yeux, confuse. « Besoin pourquoi ? » ai-je demandé, mon estomac se nouant. Ma mère m'a enfin regardé, son expression un mélange de culpabilité et de détermination. « Ton frère a une chance de réussir. » Elle a dit qu'il lançait une entreprise de construction avec ton père et qu'ils avaient besoin de capital pour la démarrer. C'est une valeur sûre, Colleen. Nous te rembourserons. Philippe, mon frère aîné, n'était même pas là pour s'expliquer. Il a toujours été leur enfant d'or, 2 ans de plus, charmeur, celui sur qui ils plaçaient leurs espoirs. J'étais l'enfant oublié, celle à qui on s'attendait qu'elle se conforme. Je me tenais là, serrant la lettre d'acceptation de l'université de Louisville pour leur programme d'ingénierie dans ma main. Et mes études ? ai-je demandé, la voix tremblante. Mon père a haussé les épaules. Tu peux obtenir des prêts, Colleen. C'est pour la famille. Ma mère a hoché la tête, ajoutant, l'entreprise de Philippe nous mettra tous à l'abri. Tu verras. J'ai eu l'impression que l'air avait été aspiré hors de la pièce. $100 000. Mon avenir était parti, redirigé vers un rêve irréalisable sur lequel je n'avais pas mon mot à dire. Ils n'ont pas demandé ma permission. Ils l'ont simplement pris en promettant de me rembourser une fois l'entreprise lancée. Spoiler, elle n'a jamais décollé. L'entreprise de construction a coulé en un an. De mauvais contrats, de pires décisions. Mes parents n'ont jamais mentionné me rembourser. Pas une seule fois. Cette nuit-là, j'ai fait un choix. J'ai fait un sac de vêtements, mon ordinateur portable et les $500 que j'avais économisés en faisant du babysitting. Je suis sortie de cette maison sans dire au revoir. Personne ne m'a arrêté. Personne n'a appelé pour vérifier si j'allais bien. J'avais 18 ans, seule et déterminée à prouver que je n'avais pas besoin d'eux. J'ai emménagé dans un appartement exigu près du campus, le partageant avec 2 inconnus pour diviser le loyer. Je me suis inscrite à l'université, mais les frais de scolarité étaient un monstre. J'ai travaillé à 3 postes, serveuse dans un restaurant, employée de rayon dans une épicerie et tutrice de mathématiques pour lycéens. Certaines nuits, je m'effondrais sur un matelas par terre, trop fatiguée pour manger. Il y avait des semaines où je vivais de nouilles instantanées et de café, étirant chaque centime pour couvrir les livres ou les factures. Je fixais ma lettre d'acceptation épinglée au mur et je me rappelais pourquoi je continuais. Les voix de mes parents résonnaient dans ma tête. C'est pour la famille.
Leur famille ne m'a jamais inclus. L'université était une lutte, mais je m'en suis sortie. J'ai étudié tard dans la nuit, alimenté par le ressentiment et un besoin obstiné de leur prouver qu'ils avaient tort. Mes parents appelaient peut-être 2 fois par an, toujours avec le même script. Comment vont tes études? Ma mère demandait, le ton distant. Avant que je puisse répondre, elle changeait de sujet. Ton frère travaille si dur sur son nouveau projet. Philippe, toujours Philippe. Jamais une question sur la façon dont je payais mon loyer ou si j'avais assez à manger. J'ai arrêté d'espérer qu'il se soucie. En dernière année, j'étais épuisée, mais incassable. J'ai obtenu mon diplôme en informatique, major de ma promotion, et j'ai décroché un emploi d'entrée de gamme dans une start-up technologique à Louisville. Pour la première fois, j'ai pu respirer. J'ai remboursé mes prêts étudiants petit à petit, j'ai emménagé dans un petit appartement décent et j'ai commencé à construire ma vie. Puis, j'ai rencontré mon ex-mari. C'était un collègue, vif, drôle, le genre de gars qui semblait fiable. Nous nous sommes mariés, avons eu mon fils, et pendant un moment, j'ai pensé avoir trouvé la stabilité. Mais la vie avait d'autres plans. 3 ans plus tard, j'ai trouvé des messages sur son téléphone, la preuve qu'il me trompait depuis des mois. Je ne l'ai pas supplié de rester. J'ai emballé ses affaires, les ai laissées devant la porte et lui ai dit, sors. Il l'a fait, mais il est resté dans la vie de notre fils, envoyant de l'argent chaque mois. Cela m'a suffi. Ces années m'ont façonné en quelqu'un qui ne plie pas. Je me suis battue pour chaque miette de mon succès pendant que mes parents et Philippe profitaient des excuses. Ils ne se sont jamais excusés d'avoir pris mon héritage, n'ont jamais reconnu les nuits où j'avais faim. Cette trahison a planté une graine de ressentiment qui a grandi silencieusement, attendant le jour où je les affronterai à nouveau. À 36 ans, j'ai bâti une vie dont je suis fière. Mon travail n'est pas seulement un chèque de paie. C'est le témoignage de toutes les nuits tardives que j'ai passées à étudier, de tous les services que j'ai effectués pour payer mes études. Je gère une équipe qui crée des logiciels sur lesquels les gens comptent, et je suis sacrément douée pour ça. Mon nom a du poids dans l'industrie, et c'est quelque chose que j'ai gagné, pas hérité. Je possède une maison de 3 chambres dans une banlieue calme avec un prêt hypothécaire que je paie à temps et un jardin où mon fils joue au football. Cette vie, cette stabilité, c'est la mienne, construite à partir de rien. Mon fils Dylan a maintenant 12 ans et c'est le centre de mon monde. Il a ce rire contagieux qui rend même mes pires journées supportables. Qu'il réussisse ses tests de mathématiques ou qu'il me supplie de le laisser rester éveillé pour un autre jeu vidéo. Je vois tellement de moi en lui. L'entêtement, la détermination tranquille. Je m'assure qu'il sache qu'il est suffisant, qu'il n'a pas à prouver quoi que ce soit à personne. Chaque week-end, nous avons un rituel, soirée pizza, un film, et il me raconte ses rêves de devenir astronaute. Je bougerai des montagnes pour ce gamin, et il le sait. Il est ma raison de tout. Mes parents, en revanche, c'est une autre histoire. Après que je sois partie de chez moi à 18 ans, ils ont à peine donné de mes nouvelles. Une carte d'anniversaire par-ci, un appel de Noël par-là. Ils sont toujours brefs, toujours creux. Mais ces dernières années, leurs messages ont commencé à changer. Ma mère envoyait un SMS. Comment se passe le travail? Colline, pas parce qu'elle s'en souciait, mais pour faire suite à une demande d'argent. L'entreprise de ton père ne va pas bien, écrivait-elle. Ou, Philippe essaie de lancer quelque chose de nouveau. Pourrais-tu aider? La première fois que j'ai envoyé quelques milliers d'euros en pensant que c'était une exception, mais les demandes ont continué. 5 000 $ pour une réparation de voiture, 10 000 $ pour une opportunité commerciale. J'ai commencé à dire non. Chaque fois, les messages de ma mère devenaient plus acerbes, tu réussis tellement bien. Tu ne peux pas économiser quelque chose pour la famille? Mon père a appelé une fois, la voix bourrue, disant, nous avons tellement sacrifié pour toi, Colline. Sacrifié? Quoi exactement? L'héritage qu'ils ont pris, les années où ils m'ont ignoré. J'ai arrêté de répondre à la plupart de leurs messages. Je voyais leur nom apparaître sur mon téléphone. Ma mère, mon père, et je laissais les appels aller en messagerie vocale. Philippe, mon frère ne s'appelait jamais lui-même. Il n'en avait pas besoin.
Mes parents étaient sa voix. Je savais qu'ils le soutenaient toujours, qu'ils pariaient sur sa prochaine grande idée pendant que j'étais dehors à construire ma propre vie. Ça me blessait, mais j'avais appris à vivre avec. J'avais Dylan, ma carrière et un cercle d'amis qui me ressemblaient plus que ma propre famille. Une de ses amies est Denise Bellet, ma meilleure amie et conseillère financière. Elle est mon rock depuis que nous nous sommes rencontrés lors d'un événement de réseautage il y a 5 ans. Denise est celle qui m'a aidé à acheter ma maison, à mettre en place le fonds d'études de Dylan et à planifier un avenir où je n'aurais pas à me soucier de l'argent. Elle est franche, sans fioritures, et me soutient toujours. Quand je lui ai parlé des demandes d'argent de mes parents, elle n'a pas mâché ses mots. Ils t'exploitent, a-t-elle dit, la voix ferme. Tu ne leur dois pas un sou. Ces paroles m'ont marqué, renforçant les limites que j'avais commencé à poser. Je pensais avoir trouvé mon équilibre, travail, Dylan, une vie que je pouvais appeler mienne. Je ne cherchais ni de clôture ni de réconciliation avec mes parents. Je voulais juste aller de l'avant. Mais ensuite, le numéro de ma mère a clignoté sur mon téléphone un soir. Sa voix tremblait d'urgence. Cet appel me ramènerait dans le chaos que j'avais passé des années à fuir. Cet appel est arrivé un mardi soir calme. J'aidais Dylan avec ses devoirs de mathématiques, son crayon griffonnant sur un cahier pendant que nous étions assis à la table de la cuisine. Mon téléphone a vibré et j'ai jeté un coup d'œil à l'écran, le nom de ma mère. Je ne lui avais pas parlé depuis des mois, pas depuis son dernier texto demandant $10 000 pour une urgence vague. J'ai laissé sonner, hésitant à ignorer. Mais quelque chose en moi a remué. Peut-être la culpabilité, peut-être la curiosité, et j'ai décroché. Sa voix était tremblante. Pas le ton calculé habituel qu'elle utilisait lorsqu'elle demandait de l'argent. « Colin, c'est ton père, dit-elle. Il est malade. Très malade. Tu dois rentrer à la maison. » Je me suis figée. Le mot maison m'a frappé comme une gifle. Maison. La maison d'où j'étais partie à 18 ans. L'endroit où ils avaient pris mon héritage sans réfléchir. J'ai serré le téléphone contre mon oreille, mon cœur battant la chamade. « Qu'est-ce qu'il a ?» ai-je demandé, gardant ma voix stable. Elle a hésité, puis a dit, « C'est son cœur. Les médecins disent qu'il a besoin d'une opération, mais nous sommes en difficulté. La banque menace de saisir la maison, $300 000 de dettes dues à la dernière entreprise de ton père. » Ces mots étaient précipités, presque désespérés, mais j'ai saisi la nuance familière. Ils avaient besoin de quelque chose de moi. Je me suis appuyée en arrière sur ma chaise, jetant un coup d'œil à Dylan, qui me regardait avec ses grands yeux curieux. « Qu'est-ce que tu veux que je fasse ?» ai-je demandé, sachant déjà la réponse. Ma mère n'a pas hésité. « Reviens, Colin. Parle à la banque. Aide-nous peut-être. Tu réussis tellement bien et nous sommes une famille. » Voilà, la même vieille rengaine qu'elle utilisait depuis des années. Famille. J'ai eu envie de rire, mais ma gorge s'est serrée à la place. Je lui ai dit que j'y réfléchirais et j'ai raccroché, l'esprit en ébullition. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je me suis assise sur mon canapé, un verre de vin intact sur la table basse, rejouant ces mots. Mon père malade. La maison en danger. $300 000. Ce n'était pas seulement une question d'argent. C'était le poids de tout ce que j'avais enterré depuis que j'étais partie. Une partie de moi voulait les ignorer, les laisser régler leurs désordres. Ils ne se sont jamais souciés de mes luttes, alors pourquoi devrais-je me soucier des leurs ? Mais une autre partie, celle qui se souvenait encore de mon père m'apprenant à faire du vélo ou de ma mère préparant des biscuits quand j'étais petite, me faisait signe. Et si je n'y retournais pas ? Regretterais-je quand il serait trop tard ? J'ai appelé Denise le lendemain matin. Elle a décroché au premier appel, sa voix, vive et pratique. « Ne les laisse pas te culpabiliser », a-t-elle dit lorsque je lui ai parlé de l'appel. « Ils te saignent à blanc depuis des années. Tu ne leur dois rien. » Je savais qu'elle avait raison. Denise coupait toujours le bruit, mais je ne pouvais pas me débarrasser du sentiment que je devais les affronter, pas pour eux, mais pour moi. Si mon père était vraiment malade, je ne voulais pas vivre avec les « et si ». Je lui ai dit que je retournais à Louisville,
pas pour les sauver, mais pour clore un chapitre que j'avais laissé ouvert trop longtemps. J'ai assis Dylan ce soir-là, lui expliquant que je serais absente quelques jours. « Papy va bien ?» demanda-t-il, sa voix petite. Je détestais qu'il ait à s'inquiéter d'un homme qu'il connaissait à peine grâce à l'absence de mes parents dans sa vie. « Je ne sais pas encore, » dis-je, lui brossant les cheveux en arrière. « Mais je serai de retour bientôt et nous aurons notre soirée pizza. »« Ok. » Il hocha la tête, me faisant entièrement confiance. Cette confiance, c'est ce qui me maintenait ancré. Faire mes valises pour le voyage semblait irréel. Je n'étais pas allée chez mes parents depuis des années, pas depuis une visite de Noël tendue quand Dylan avait 5 ans. J'ai réservé un vol, arrangé pour que Dylan reste avec un voisin de confiance, et j'ai appelé mon patron pour prendre quelques jours de congé. Pendant tout ce temps, mon estomac se serrait. Je ne retournais pas seulement dans une maison. J'entrais dans un champ de bataille. L'appel de ma mère ne concernait pas seulement la santé de mon père ou la maison. C'était une demande déguisée en désespoir. Je savais qu'il me demanderait de l'argent, probablement plus que je ne pouvais l'imaginer. Et Philippe, mon frère, traînait probablement en coulisses, prêt à bénéficier de tout ce que je donnerais. Alors que l'avion atterrissait à Louisville, j'ai ressenti un mélange d'effroi et de résolution. J'ai loué une voiture et j'ai conduit jusqu'à la maison que j'avais autrefois appelée foyer. Elle semblait plus petite que dans mes souvenirs, la peinture écaillée, la pelouse envahie. Ma mère m'a accueilli à la porte, le visage pâle mais composé. « Merci d'être venu », dit-elle, la voix plus douce qu'au téléphone. J'ai hoché la tête, entrant, me préparant à ce qui allait arriver. Mon père était dans le salon, plus fragile que jamais, mais ses yeux avaient toujours cette lueur d'entêtement. Philippe n'était pas là, typique. Ils n'ont pas perdu de temps. Autour d'un café, ma mère a tout exposé. La banque avançait vite et ils avaient besoin que j'intervienne. « Tu as les moyens », dit-elle, son ton passant de la supplique à l'attente. J'ai écouté, sans rien dire, mon esprit déjà tourné vers la confrontation que je savais inévitable. Le soir suivant, j'ai accepté de rester pour un dîner de famille. C'est là que tout s'est effondré. La table était dressée, mais je n'étais pas préparée à l'embuscade. J'avais accepté de rester pour le repas, espérant une conversation civile, peut-être quelques éclaircissements sur la santé de mon père, ou sur la saisie qui menaçait leur maison. Au lieu de cela, je suis tombée dans un piège. Mes parents avaient invité mon frère Philippe, qui est arrivé en retard, son habituel sourire narquois sur le visage. Ma mère s'est occupée de lui, empilant la nourriture sur son assiette, tandis que mon père était assis en tête de table, son expression illisible, mais tendue. Je me suis assise, l'estomac noué, sentant la tempête se profiler. Les premières minutes ont été trompeusement calmes. Ma mère bavardait sur les voisins. Je ne me souvenais pas de sa voix trop vive, comme si elle essayait de masquer les fissures. Philippe se vantait de sa dernière idée d'entreprise, une sorte d'entreprise immobilière vague qui semblait aussi fragile que la précédente. J'ai hoché poliment la tête, picorant dans mon assiette, attendant la vraie raison de ma présence. Mon père a rompu le silence, sa voix basse et délibérée. « Colline, nous devons parler de la maison », dit-il en se penchant en avant. « La banque ne cède pas. Nous devons 300 000 $ et ils sont prêts à tout prendre. » J'ai posé ma fourchette, rencontrant son regard. « Je sais », ai-je dit prudemment. « Tu me l'as dit hier. » « Quel est le plan ?» Ma mère s'est précipitée, le ton aigu. « Le plan, c'est toi, Colline. Tu gagnes bien ta vie, 350 000 $ par an, n'est-ce pas? Tu pourrais couvrir au moins 200 000 $. C'est le moins que tu puisses faire pour la famille. » Ces mots m'ont frappé comme un coup de poing. 200 000 $. Pas seul, pas une discussion, juste une demande, comme si mon travail avait été le leur à réclamer. J'ai pris une lente inspiration, essayant de garder ma voix stable. C'est beaucoup d'argent, ai-je dit. J'ai mes propres responsabilités, mon fils. Ma maison, mon avenir. Pourquoi est-ce que c'est à moi? Le visage de mon père s'est durci, ses yeux se rétrécissant. Tu as toujours été égoïste, a-t-il claqué. Nous t'avons élevé, tout donné, et maintenant tu entasses ton argent pendant que nous perdons notre maison. Je l'ai regardé, stupéfaite.
Tout donné. Ils avaient pris mon héritage, me laissant me débrouiller seule à 18 ans, et maintenant j'étais l'égoïste. Philippe a pris la parole, sa voix dégoulinant de condescendance. Allez, Colline. Ne joue pas la victime. Tu es assise confortablement pendant que nous nous noyons. Sors-toi les doigts du cul. J'ai serré les poings sous la table, mon sang bouillonnant. Il n'avait même pas demandé à propos de Dylan, qui était en sécurité à la maison avec un voisin. Il ne se souciait pas de ma vie, de mes sacrifices, seulement de ce que je pouvais leur donner. J'étais sur le point de répondre quand ma mère s'est penchée en avant, son sourire froid et calculé. « Toi et ton fils ne faites que profiter, » dit-elle, sa voix coupant à travers la pièce. « Vous vivez de nos sacrifices, vous vous croyez meilleur que nous. » Le mot « profiteur » m'a transpercé comme une lame. Mais c'est la mention de Dylan qui a fait craquer quelque chose en moi. Mon fils, le gamin qui n'avait jamais rien demandé d'autre que mon amour, n'était pas leur punching ball. J'ai reculé ma chaise, me levant, ma voix basse mais ferme. N'osez pas mettre mon fils là-dedans, dis-je, croisant son regard. Tu n'as aucun droit de parler de lui ou de moi comme ça. Mon père a ricané, son visage rouge. Montre un peu de respect, Colline. Nous sommes tes parents. J'ai failli rire de l'ironie. Le respect ? De la part des gens qui m'ont tout pris, me suis-je tournée vers Philippe, les yeux flamboyants. Et toi, ai-je dit, ma voix aussi tranchante qu'un couteau. Tu as vécu sur leurs excuses toute ta vie, les laissant mendier pour toi. Ne me dis pas comment vivre. Son sourire narquois avait disparu, mais il est resté silencieux. Ma mère a essayé de parler, sa voix s'élevant. Colline, tu nous dois. Nous sommes une famille. Je l'ai interrompue. Ma patience a volé en éclats. La famille ne demande pas ce que j'ai gagné. La famille n'insulte pas mon fils. Vous voulez nous traiter de profiteurs ? Très bien. J'en ai fini. Mon cœur battait la chamade, mais ma résolution était inébranlable. J'ai regardé de mon père à ma mère, puis à Philippe, et j'ai pris ma décision. Je suis fatiguée de vous laisser me marcher dessus. J'ai dit chaque mot délibérément. Je m'en occuperai pour moi et Dylan, pas pour vous. Ma mère a ri, son ton dégoulinant de mépris. Prends en charge. Tu as toujours été une rêveuse, Colline. Tu ne nous dépasseras jamais. J'ai soutenu son regard sans sourciller. Continue à parler. Tu verras. La pièce est tombée dans le silence, leur visage un mélange de choc et de mépris. Mon père a frappé sa main sur la table, sa voix un grondement. Tu te crois meilleur que nous ? Tu n'es rien sans cette famille. Je n'ai pas bronché. J'avais passé des années à construire ma vie, et leurs mots ne pouvaient plus m'atteindre. Je suis sortie de la salle à manger, les mains stables, l'esprit en ébullition avec un plan. J'ai appelé Denise ce soir-là, sa voix était un fil de vie. Tu en as vraiment fini avec eux ? Demanda-t-elle, son ton un mélange d'inquiétude et de fierté. Je dois l'être, dis-je. Pour Dylan, pour moi. Elle n'a pas discuté, a juste promis d'aider. Je savais que la bataille était loin d'être terminée. Je pensais que le pire était passé, mais ma mère avait d'autres plans. 2 jours après le dîner, mon téléphone a commencé à vibrer avec des notifications. Des amis, des collègues, même le coach de soccer de Dylan m'ont envoyé des messages. As-tu vu ça ? J'ai ouvert TikTok et voilà, une vidéo du compte de ma mère. Son visage couvert de larmes, la voix tremblante d'une émotion répétée. Ma fille nous a abandonnés, dit-elle, serrant un mouchoir. Elle a tout cet argent, mais n'aidera pas sa propre famille à sauver notre maison. Elle nous a tourné le dos, à notre propre sang. La légende disait, fille ingrate abandonne ses parents pour tout perdre. Cela avait des milliers de vues, des centaines de commentaires m'appelant sans cœur, égoïste, une honte. Mon estomac se serrait. Éléanor avait rendu notre querelle publique, tordant la vérité pour me dépeindre comme le méchant. Je me suis assise sur mon lit d'hôtel, fixant l'écran, mes mains tremblant de colère. Elle ne m'avait pas seulement insultée. Elle avait impliqué Dylan, suggérant qu'il faisait partie de ma soi-disant trahison. Je voulais riposter, poster ma propre vidéo. Raconter au monde comment elle et mon père ont pris mon héritage.
Comment ils nous ont appelés profiteurs, mais je savais mieux. Réagir sous le coup de la colère ne ferait qu'alimenter son récit. Je devais être plus intelligente, stratégique. J'ai appelé Denise, ma conseillère, qui a décroché immédiatement. J'ai vu la vidéo, dit-elle avant que je puisse parler. C'est dégoûtant. Colline, que veux-tu faire? Je faisais les 100 pas dans la chambre, mon esprit en ébullition. Je veux prendre le contrôle, dis-je, ma voix stable malgré la rage. Ils ne vont pas me faire taire par intimidation. Pas cette fois. Denise n'a pas hésité. Alors frappons-les là où ça fait mal. La maison, ils tiennent à la garder. Tu as les moyens. Achète-la sous leur nez. L'idée a allumé quelque chose en moi. Ce n'était pas seulement une question de vengeance. Il s'agissait de reprendre ce qu'ils avaient essayé de prendre, mon pouvoir, ma dignité. Je lui ai dit de commencer le processus et elle a promis de me mettre en contact avec un avocat dès le lendemain. Le jour suivant, j'ai rencontré un avocat spécialisé en immobilier. Denise m'a recommandé une femme brillante nommée Laura qui a exposé la situation. La banque était prête à saisir la maison de mes parents en raison de leur défaut de paiement de 300 000 $. Laura a confirmé que je pouvais acheter la propriété directement auprès de la banque, annulant leurs droits. Ce n'est pas bon marché, a-t-elle prévenu. Mais tes finances peuvent le supporter. Tu posséderais la maison directement et il n'aurait aucun levier. J'ai hoché la tête, ma résolution se renforçant. Il ne s'agissait pas de les sauver. Il s'agissait de mettre fin à leur emprise sur moi. Denise a fait des miracles, rassemblant mes économies, mes investissements et un prêt que je pouvais gérer confortablement. En une semaine, nous avions conclu un accord avec la banque. J'ai signé les documents, ma main stable, devenant ainsi la propriétaire légale de la maison dans laquelle j'avais grandi. C'était surréaliste, comme refermer une blessure que j'avais portée pendant des années. Mais je n'avais pas fini. J'ai demandé à Laura de rédiger un contrat que mes parents pourraient respecter, mais seulement s'ils acceptaient de rembourser les 300 000 $ sur 5 ans avec intérêt. S'il manquait un paiement, ils seraient expulsés. C'était une bouée de sauvetage, mais avec des conditions, mes conditions. Je ne leur ai pas dit tout de suite. Je voulais que la nouvelle ait du poids. Au lieu de cela, j'ai demandé à Laura d'envoyer un avis officiel à mes parents et à Philippe, décrivant la nouvelle réalité. Je possédais la maison et ils étaient locataires, liés par mes conditions. L'avis incluait également une lettre de mise en demeure exigeant qu'Eleanor retire la vidéo TikTok et cesse de répandre des mensonges. La diffamation a des conséquences. Laura a écrit, ces mots précis et inflexibles. Je savais que ma mère la considérerait comme une gifle, mais je m'en fichais. Elle a franchi une ligne et j'en avais fini de jouer la gentille. Lorsque l'avis est arrivé, ma mère a appelé, sa voix stridente de fureur. Tu crois que tu peux nous contrôler, Colline? A-t-elle craché. Tu n'es pas meilleur que nous, tu balances ton argent comme si tu étais une grande ponte. Je l'ai laissé se déchaîner, mon silence plus fort que ses mots. Tu as reçu l'avis, ai-je dit finalement. Suis-le ou affronte les conséquences. J'ai raccroché, le cœur battant la chamade, mais la conscience claire. Philippe a envoyé un texto plus tard, une seule phrase. Tu es impitoyable. Je n'ai pas répondu. Il n'avait pas tort, mais je ne regrettais rien non plus. Je suis retournée à Louisville ce week-end-là, récupérant Dylan chez le voisin. Il a couru vers moi, son sourire plus brillant que le soleil. Est-ce que tu as tout arrangé? Demanda-t-il, sa voix pleine de confiance. Je l'ai serré fort, la gorge nouée. J'y travaille, gamin, ai-je dit. Je ne lui ai pas parlé de la maison ni de la vidéo. Pas encore. Il n'avait pas besoin de porter ce fardeau. Mais je savais que ce combat était loin d'être terminé. Le silence de ma mère après l'appel semblait trop calculé, comme si elle préparait sa prochaine action. Je me suis assise avec Denise ce soir-là, examinant les documents. Tu joues un jeu dangereux, dit-elle, son ton mi-avertissement, mi-admiration. Ils ne vont pas accepter ça sans réagir. J'ai hoché la tête, fixant le contrat dans mes mains. J'avais pris position, mais j'étais prête pour ce qui allait arriver. Le silence de ma mère n'a pas duré longtemps.
Une semaine après la réception de l'avis juridique, j'ai reçu un appel de Laura, mon avocat. Il refuse de signer le contrat. Dit-elle, la voix calme mais ferme. Tes parents prétendent ne rien te devoir, et ils exigent de rester dans la maison. Je n'étais pas surprise. Eleanor et Kenneth avaient passé leur vie à esquiver la responsabilité, tordant toujours le récit pour leur convenance. Mais cette fois, j'avais les cartes en main. Je possède la maison maintenant, chaque centimètre carré, et leur refus n'a fait que sceller leur sort. J'ai dit à Laura de procéder à la procédure d'expulsion. Plus de chance, ai-je dit, ma voix stable. Ils ont fait leur choix. La procédure d'expulsion n'a pas été rapide, mais elle a été minutieuse. Laura a déposé les documents nécessaires, et une date d'audience a été fixée. Mes parents se sont défendus, bien sûr. Eleanor m'a envoyé une rafale de messages, chacun plus acerbe que le précédent. Tu déchires cette famille, a-t-elle écrit. Comment peux-tu faire ça à ton propre sang? Je n'ai pas répondu. Ces mots m'ont blessé, mais ils ne m'ont pas fait fléchir. Elle avait qualifié Dylan de profiteur, m'avait sali sur TikTok, et s'attendait à ce que je finance leurs erreurs. Les messages de Kenneth étaient plus froids, plus directs. Tu le regretteras, Colin. J'ai sauvegardé chaque texte, chaque message vocal, les remettant à Laura comme preuve de leur hostilité. Philippe est resté silencieux la plupart du temps, mais je savais qu'il était en coulisses pour les encourager. Il avait toujours été leur enfant d'or, celui qu'il soutenait tout en me négligeant. Lorsque Laura a signifié l'avis d'expulsion en personne, elle m'a dit que Philippe était là, le visage pâle, mais la bouche fermée. Il n'a pas osé m'affronter directement, pas après que je l'ai dénoncé au dîner. L'avis leur donnait 30 jours pour quitter les lieux. Sinon, le shérif interviendrait. Je ne voulais pas en arriver là, mais j'étais préparée. J'avais laissé mes parents me marcher sur les pieds pendant trop longtemps, et je ne plierais pas maintenant. À la fin du mois, ils étaient partis. Laura a confirmé qu'ils avaient déménagé, laissant la maison en désordre, des boîtes, des meubles à moitié emballés poussés contre les murs, comme s'ils étaient partis en claquant la porte. J'ai retourné à Louisville pour inspecter la propriété. Traverser les pièces semblait étrange, comme entrer dans un souvenir que je ne voulais pas revivre. La cuisine où ma mère préparait autrefois des biscuits était maintenant encombrée de vaisselle non lavée. Ma vieille chambre, où je rêvais d'un avenir hors de leur portée, avait été transformée en espace de stockage pour les entreprises ratées de Philippe. Je ne m'y suis pas attardée. J'ai engagé une équipe de nettoyage et j'ai mis la maison en location. Le revenu couvrirait le prêt que j'avais contracté pour l'acheter, et le reste irait au fonds d'études de Dylan. J'ai appris plus tard que mes parents avaient loué un petit appartement à la périphérie de la ville. La santé de Kenneth était toujours fragile, mais il gérait bien les choses, selon une connaissance commune. Ils avaient trouvé des emplois à temps partiel, Eleanor, dans une épicerie. Kenneth faisait de la comptabilité pour une entreprise locale. Pour la première fois depuis des années, ils étaient forcés de se tenir sur leurs propres pieds. Philippe, sans surprise, avait emménagé avec eux, toujours à la recherche de sa prochaine grande idée. Je ne me souciais pas de connaître les détails. Leur vie n'était plus mon fardeau. Les couper était plus difficile que je ne l'imaginais. Pas parce que je voulais leur approbation. J'avais abandonné cela il y a des années, mais parce que lâcher prise signifiait fermer une porte que j'avais toujours espéré qu'elle s'ouvrirait à quelque chose de mieux. J'ai bloqué leurs numéros, supprimé leurs messages vocaux et désabonné du compte TikTok d'Eleanor. La vidéo qu'elle avait postée avait disparu, retirée après la lettre de mise en demeure de Laura, mais les commentaires restaient gravés dans mon esprit. Des étrangers m'avaient traité de cruelle, de mauvaise fille sans connaître les années de trahison derrière tout cela. J'ai dû me rappeler que leurs opinions n'avaient pas d'importance. Je connaissais ma vérité, et cela suffisait. Dylan est devenu mon ancre. Quand je suis rentrée à la maison, il m'attendait avec un dessin qu'il avait fait, une fusée traversant la Lune. Son rêve de devenir astronaute dans chaque trait. Pour toi, maman, dit-il, son sourire large. Je l'ai serré, le cœur plein. Chaque choix que j'avais fait, la maison, la bataille, l'expulsion, c'était pour lui montrer ce que signifiait se défendre. Nous avons passé ce week-end à planter des fleurs dans notre jardin, quelque chose dont nous parlions depuis des mois.
Pendant que nous creusions la terre, Dylan a posé des questions sur ses grands-parents. Ils sont en colère contre nous, dit-il, sa voix petite. Je me suis arrêtée, choisissant mes mots soigneusement. Ils sont en colère contre eux-mêmes, ai-je dit. Mais nous allons bien, toi et moi. Nous avons l'un l'autre. Il hocha la tête, satisfait, et retourna à la plantation. Ce moment, sa confiance en moi valait plus que toutes les excuses que j'aurais pu recevoir. Denise était là à travers tout cela, me donnant de ses nouvelles avec ses conseils habituels et directs. Tu es libre maintenant, dit-elle un soir autour d'un café. Ils ne peuvent plus t'atteindre. Elle avait raison, mais la liberté venait avec un poids. J'avais passé si longtemps à me définir contre les échecs de mes parents, leurs demandes, leurs trahisons. Maintenant, je devais découvrir qui j'étais sans ce combat. Je me suis consacrée au travail, acceptant de nouveaux projets, encadrant de jeunes collègues. Je voulais que Dylan voie une mère qui ne survivait pas seulement, mais qui prospérait. Mon équipe à la société technologique a remarqué le changement. Mon attention plus vive, ma confiance inébranlable. Je n'étais plus seulement chef de produit. J'étais quelqu'un qui avait repris sa vie. J'ai pensé à Travis, mon ex-mari, plusieurs fois pendant ces mois. Il était resté en dehors du drame, fidèle à son approche distante. Quand il a appelé pour prendre des nouvelles de Dylan, j'ai gardé le contact civil. Tu te débrouilles bien, Colin, dit-il une fois, sa voix plus douce que d'habitude. Je n'avais pas besoin de sa validation, mais cela ressemblait à une petite reconnaissance du chemin parcouru. Dylan méritait un père qui se montrait, même si ce n'était que par des appels téléphoniques et des cartes d'anniversaire. Je me suis assuré que ces lignes restaient ouvertes pour son bien. Avec le recul, la leçon ne portait pas sur gagner ou perdre. Il ne s'agissait pas de la maison, de l'argent, ni même de la douleur qu'ils avaient causée. Il s'agissait de respect, quelque chose que mes parents n'ont jamais compris. La famille n'est pas seulement le sang. Ce sont les gens qui te voient, qui te soutiennent, qui se battent pour toi autant que tu te bats pour eux. Mes parents et Philippe ont toujours choisi eux-mêmes. J'ai choisi Dylan, Denise, la vie que j'avais bâtie à partir de rien. C'est ce que la famille signifie pour moi maintenant. Je passe toujours devant l'ancienne maison parfois quand je suis dans cette partie de la ville. Elle est louée à un jeune couple maintenant. Leurs enfants, des vélos éparpillés sur la pelouse. Ce n'est qu'une maison, pas un foyer. Pas pour moi. Plus maintenant. Le rire de Dylan emplit ma maison, notre maison, d'une chaleur que je n'ai jamais connue en grandissant. Je ne sais pas si mes parents ont un jour appris leur leçon, et je n'ai pas besoin de le savoir.